L'enveloppe semblait lourde dans ses mains, plus lourde que le collier de diamants que les invités supposaient à l'intérieur. Harper se tenait au centre de la salle de bal de la famille Sterling. Des centaines de regards étaient fixés sur elle. Tous attendaient sa réaction au généreux cadeau d'anniversaire de Béatrice. Elle déchira le sceau. Ce n'était pas un titre de propriété. Ce n'était pas un chèque. C'était un accord de divorce, déjà signé par son mari, Ethan. La foule eut un hoquet de surprise. Béatrice eut un sourire narquois, levant sa coupe de champagne. « Joyeux anniversaire, ma chère. Il est temps de sortir les poubelles. » Harper n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a simplement souri. Un sourire froid et terrifiant qui entrait l'empire Sterling pour des générations. Car Béatrice ne savait pas que Harper n'était pas seulement une orpheline sans le sou. Elle était celle qui détenait le bouton d'arrêt de toute leur fortune. Et elle était sur le point d'appuyer dessus. Le lustre du manoir Sterling était si grand qu'il ressemblait à une explosion de cristal gelé. En dessous, la crème de la haute société de Seattle se mêlait. Leur rire sonnait comme du verre brisé. C'était le 3e anniversaire de mariage de Harper et Ethan. Une date que Beatrice Sterling, la matriarche de la famille, avait insisté pour célébrer. Elle avait organisé un gala qui rivalisait avec un couronnement royal. Harper Vance, techniquement Harper Sterling, bien que Beatrice utilisait rarement ce nom, se tenait en périphérie de la salle de bal. Elle lissait le tissu de sa robe bleu marine. C'était une robe modeste, achetée en magasin. Elle contrastait fortement avec la haute couture portée par les autres femmes. Harper connaissait son rôle. Elle était le cas de Charité, la fille du bibliothécaire, dont Ethan Sterling, l'héritier de la fortune maritime Sterling, était inexplicablement tombé amoureux. « On dirait que tu attends le bus, ma chère. » Une voix pleine de venin s'éleva derrière elle. Harper se retourna pour voir Beatrice Sterling approcher. Béatrice était une femme faite d'acier et de botox. Elle était enveloppée dans une robe dorée scintillante qui coûtait plus cher que la maison d'enfance de Harper. « Mère Sterling, dit Harper, gardant une voix neutre. La fête est magnifique. Elle l'est, n'est-ce pas? » Béatrice fit tourner son martini. « Je n'ai reculé devant aucune dépense. Après tout, ce soir est une nuit cruciale pour cette famille. » Elle toisa Harper de haut en bas avec un dédain non dissimulé. « Où est mon fils? » « Ethan discute de la fusion avec M. Henderson dans la bibliothèque, » répondit Harper. Béatrice fit la moue. « Toujours en train de travailler. Il le doit, n'est-ce pas? Quelqu'un doit porter le poids de cet héritage. Et ce n'est certainement pas toi. » Harper se mordit l'intérieur de la joue. Depuis 3 ans, elle endurait cela. Les piques subtiles, les insultes ouvertes, la façon dont le personnel avait pour instruction de vérifier son sac à main avant qu'elle ne quitte la maison. Ethan avait toujours été son bouclier, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Il était le garçon en or, charmant et faible. Il aimait Harper en privé, mais se flétrissait sous le regard de sa mère en public. « C'est l'heure des discours », annonça Béatrice, claquant des doigts à un serveur qui passait. « Va trouver mon fils. Dis-lui que sa mère exige sa présence. » 10 minutes plus tard, la salle se tut lorsque Béatrice prit le micro sur l'estrade surélevée. Ethan se tenait à côté d'elle, l'air pâle. Il n'osait pas croiser le regard de Harper. Harper fut appelé sur scène par la main manucurée de Béatrice. « Viens, Harper. Viens te tenir près de ton mari. » Harper monta les escaliers, son cœur battant un rythme d'avertissement contre ses côtes. Elle prit sa place à côté d'Ethan. Il sentait le scotch et la peur. « Ethan, » murmura-t-elle. Il tressaillit. « Je suis désolé, Harper. »« Ami, partenaire, actionnaire » gronda Béatrice, sa voix se projetant jusqu'au fond de la salle. « Nous sommes réunis pour célébrer les 3 ans de l'expérience de mon fils. » Une vague de rire nerveux parcourut la foule. « Le mariage est un contrat, » continua Béatrice, ses yeux fixés sur Harper. « Et comme tout contrat commercial, lorsqu'il ne sert plus les meilleurs intérêts de l'entreprise, il doit être résilié. Harper, ma chère, j'ai décidé de t'épargner la peine de chercher un cadeau cette année. Alors, je t'ai trouvé quelque chose qui va changer ta vie. » Béatrice sortit une épaisse enveloppe de couleur crème d'une boîte en velours sur le podium. Elle la tendit à Harper avec un geste théâtral. « Vas-y, ouvre-la. » Les mains de Harper tremblaient. Elle regarda Ethan, le suppliant silencieusement d'intervenir, de mettre fin à la cruauté que sa mère avait planifiée. Mais Ethan fixait ses chaussures, la mâchoire serrée. Harper déchira l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une pile de documents juridiques. L'entête était en gras et indéniable. Requête en dissolution de mariage.
Elle tourna la page. La signature d'Ethan était déjà là, datée de ce matin. Le silence dans la pièce était absolu. Puis quelques hoquets de surprise. Tu as signé ça? Demanda Harper, sa voix à peine audible. Ethan leva enfin les yeux. Ses yeux étaient humides. Elle a coupé le fond en fiducie, Harper. Elle a menacé de geler les comptes. La fusion, l'entreprise a besoin du capital. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, dit Harper, sa voix se durcissant. Béatrice intervint, se penchant vers le micro. Tu as 1 heure pour faire tes valises. La voiture attend pour t'emmener dans un motel en ville. J'ai prépayé pour 3 nuits. Considère ça comme une indemnité de départ. Béatrice rit, et à l'horreur de Harper, quelques-uns des sycophantes dans la foule ricanèrent avec elle. Ils voyaient Harper comme une intruse, une mauvaise herbe dans leur jardin bien entretenu qui était enfin arrachée. Harper regarda les papiers, puis la foule, et enfin Béatrice. Le choc commença à s'estomper, remplacé par une clarté froide et tranchante. Elle sentit un changement en elle, un verrou mental qui s'ouvrait. Un verrou qu'elle avait gardé fermé pendant 3 ans, pour jouer le rôle de la belle et simple épouse. Une indemnité de départ, répéta Harper, le mot ayant un goût de cendre. Ne fais pas de scène, ma chère, siffla Béatrice loin du micro. Pars, c'est tout. C'en est fini de toi. Harper se redressa. Elle ne s'effondra pas. Elle ne supplia pas. Elle regarda Béatrice droit dans les yeux. Vous avez raison, Béatrice, dit Harper, sa voix assez stable pour que le micro la capte. Ce mariage était un contrat, mais vous auriez dû lire les petits caractères avant de le rompre. Elle laissa tomber les papiers sur le sol, tourna les talons et quitta la scène. Le son de ses talons claquant sur le sol en marbre résonna comme des coups de feu. La pluie à Seattle était incessante, reflétant le chaos dans l'esprit de Harper. La berline noire la déposa sur le trottoir d'un Motel 6 en périphérie de la ville. Le chauffeur, un homme qu'elle connaissait depuis 3 ans, ne sortit même pas pour l'aider avec sa seule valise. Il démarra en trombe, impatient de retourner à la chaleur du salaire des Sterling. Harper resta sous la pluie, regardant les feux arrière s'estomper. Elle ne tremblait pas de froid. Elle vibrait d'adrénaline. Elle entra dans la chambre miteuse, jeta son sac sur le lit et s'assit. Elle plongea la main dans la doublure de sa valise. Elle en sortit un téléphone jetable qu'elle avait gardé caché depuis le jour de son mariage avec Ethan. Elle composa un numéro de mémoire. Il sonna 1 fois, 2 fois. Statue. Une voix grave et déformée répondit. Actif, dit Harper. La dormeuse est réveillée. Initiez le protocole 0. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Êtes-vous sûr, Wraith? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Les Sterling seront liquidés. Beatrice Sterling vient de me remettre des papiers de divorce comme cadeau d'anniversaire devant 500 personnes, dit Harper en retirant ses talons mouillés. Brûle tout, Dominique, mais lentement. Je veux qu'il sente la chaleur avant de voir le feu. Compris. Bon retour parmi nous, patronne. Harper raccrocha et se dirigea vers le miroir fissuré de la salle de bain. Elle essuya la pluie de son visage. La Harper Vance, fille timide d'un bibliothécaire, était une fabrication, une identité de couverture, créée il y a 5 ans. La vraie femme qui la regardait était Harper Vane, l'architecte fondatrice d'Ether Systems. Une société de capital investissement obscur, spécialisée dans les OPA hostiles et la restructuration d'entreprises. Elle s'était éloignée de son empire, plaçant son second, Dominic Cole, aux commandes, car elle était sincèrement tombée amoureuse d'Ethan Sterling, lors d'une rencontre fortuite dans un café. Elle avait voulu une vie simple. Elle avait voulu être aimée pour elle-même, pas pour ses milliards. Elle avait caché ses griffes, joué le rôle de la belle-fille soumise. Elle avait atténué sa propre lumière pour laisser Ethan briller. Et il l'avait traité comme un chien errant. Ethan n'était pas seulement faible, il était un traître. Il connaissait les termes de leur contrat de mariage, ou plutôt son absence. Il supposait qu'elle partirait sans rien parce qu'elle était arrivée sans rien. Il ne savait pas que le nom de famille Vance était un fantôme, et que la fortune personnelle de sa femme valait le triple de la valeur de Sterling Shipping. Mais l'argent n'était pas l'arme ce soir. L'information l'était. Harper ouvrit son ordinateur portable, une machine robuste de qualité militaire qu'elle gardait cachée dans le double fond de sa valise. Elle se connecta au serveur interne de Sterling Shipping. Pendant son séjour au manoir, elle avait accidentellement laissé des clés USB branchées sur divers ports du bureau d'Ethan.
Béatrice pensait qu'elle était incompétente en technologie. En réalité, Harper avait cartographié toute leur infrastructure numérique, juste au cas où. Tchou! Elle afficha les données financières de la fusion à venir avec Henderson Logistics. C'était l'accord que Béatrice voulait protéger à tout prix. La raison pour laquelle elle avait forcé Ethan à divorcer de Harper. Béatrice avait besoin du capital de Henderson pour couvrir des détournements de fonds massifs qu'elle menait depuis des années. « Voyons où les cadavres sont enterrés », murmura Harper. Elle commença à taper furieusement. Le code coulait de ses doigts comme de l'eau. Elle contourna les pare-feux, se déplaçant comme un fantôme dans le système. Elle le trouva en 20 minutes. Une société écran aux îles Caïmans, nommée Blue Horizon. Beatrice avait siphonné 15% des bénéfices de Sterling Shipping pendant une décennie, pour financer ses dettes de jeu à Monte-Carlo, et pour payer des maîtres chanteurs concernant un scandale de déversement de déchets toxiques dans le Pacifique. Harper sourit. C'était pire que ce qu'elle pensait. Beatrice n'était pas seulement méchante, elle était une criminelle. Son téléphone vibra. C'était un texto de Dominique. Le conseil d'administration de Henderson Logistics se réunit demain à 9 h du matin pour finaliser la fusion. Beatrice et Ethan y seront. Harper répondit. « Obtiens-moi une place à cette table. »« En tant que qui ?» demanda Dominique. « En tant que nouvel actionnaire majoritaire de Henderson Logistics. » Harper ferma l'ordinateur portable. Elle avait besoin d'une nouvelle garde-robe. Elle avait besoin d'une nouvelle coupe de cheveux. La brune effacée aux robes sages était morte. Le lendemain matin, le soleil se leva sur la ville, mais Harper était déjà en mouvement. Elle entra dans un salon de coiffure haut de gamme à 7 h du matin. Elle brandit une carte American Express noire qui était inactive depuis 3 ans. « Coupé », dit-elle au coiffeur. « Court, net, blond. Je veux avoir l'air de posséder l'endroit. » 3 heures plus tard, elle sortit. Elle portait un tailleur pantalon blanc sur mesure, qui coûtait plus cher que la voiture de Béatrice. Ses cheveux étaient un carré platine glacé et élégant. Ses lèvres étaient peintes d'une nuance dangereuse de cramoisie. Elle mit des lunettes de soleil surdimensionnées et héla un taxi. « Où va-t-on, madame ?»« La tour Sterling, » dit Harper. « Et ne vous arrêtez pas au feu. » La salle de réunion du 40e étage de la tour Sterling offrait une vue panoramique sur Seattle. Une vue que Beatrice Sterling croyait réservée aux maîtres de l'univers. Actuellement, l'ambiance à l'intérieur était tendue. La longue table en acajou était occupée par le conseil d'administration de Sterling Shipping d'un côté et par les dirigeants de Henderson Logistics de l'autre. Ethan était assis à côté de sa mère, l'air d'un homme face à un peloton d'exécution. Il n'avait pas dormi depuis le gala. L'image de Harper sur cette scène, ses yeux vides de la chaleur qu'il avait autrefois adorée, tournait en boucle dans son esprit. Béatrice, cependant, était dans son élément. Elle faisait les 100 pas derrière la chaise d'Ethan, une lionne gardant son petit. Même si le petit avait 30 ans et était actuellement inutile. « Messieurs, » dit Béatrice, sa voix douce comme de la soie sur du gravier. « La synergie ici est indéniable. Sterling Shipping a l'infrastructure. Henderson a le réseau de distribution intérieure. Ensemble, nous dominerons le nord-ouest du Pacifique. Le désagrément temporaire concernant le statut marital de mon fils n'est qu'une question de formalité. Il n'a aucune incidence sur notre liquidité. Monsieur Henderson, un homme pragmatique avec une mèche et un costume suspectement bon marché, se pencha en avant. Béatrice, avec tout le respect que je vous dois, les rumeurs disent que le divorce d'Ethan va nécessiter un paiement important. Nous avons besoin de l'assurance que le capital de Sterling ne sera pas bloqué dans un litige de pension alimentaire. Je vous assure, Robert, Béatrice sourit finement. La fille a signé un contrat de mariage. Elle n'obtient rien d'autre que les vêtements qu'elle porte. Maintenant, devrions-nous signer le... Les lourdes portes doubles de la salle de réunion s'ouvrirent avec une force telle qu'elles claquèrent contre les murs intérieurs. Le son fut comme un coup de tonnerre, réduisant la pièce au silence instantanément. Toutes les têtes se tournèrent. Dans l'embrasure de la porte se tenait une vision en blanc. La femme était grande, imposante, avec des cheveux blonds platine coupés en un carré net. Celle-là encadrait un visage d'une beauté glaciale et saisissante. Elle portait un tailleur blanc sur mesure qui criait un prix à 5 chiffres. Ses yeux étaient cachés derrière de grandes lunettes de soleil sombre. Béatrice se hérissa. « Qui êtes-vous? C'est une réunion privée. »« Sécurité. » La femme entra dans la pièce, le claquement de ses talons précis et menaçant. Elle leva la main
et retira lentement ses lunettes de soleil. Ethan haleta, renversant son verre d'eau. Les glaçons s'entrechoquèrent bruyamment sur la table en bois précieux. C'était Harper. Mais ce n'était pas la Harper qu'il connaissait. Les contours doux avaient disparu. L'hésitation avait disparu. Ses yeux, habituellement d'une couleur miel chaude, ressemblaient à de l'ambre gelée. « Harper », murmura Ethan, horrifié et fasciné. Béatrix se reprit rapidement, son visage se tordant en un rictus. « Toi, tu as un sacré culot de te montrer ici. Tu as dépensé ton indemnité pour une coupe de cheveux et un costume de location. Sors avant que je ne te fasse traîner dehors. » Harper ne regarda même pas Béatrice. Elle se dirigea droit vers le bout de la table, en face de M. Henderson. Il y avait là une chaise vide, réservée à un analyste senior en retard. Harper la tira et s'assit, croisant élégamment les jambes. « Je ne ferai pas ça, Béatrice, » dit Harper. Sa voix avait changé aussi. Le ton timide de bibliothécaire avait été remplacé par une cadence autoritaire et résonnante qui exigeait l'écoute. C'est impoli d'expulser l'actionnaire majoritaire. La pièce devint silencieuse. M. Henderson avait l'air confus. Actionnaire majoritaire? Mademoiselle Sterling? Que signifie tout cela? C'est Mademoiselle Vin, en fait, corrigea Harper, posant sa pochette en peau de crocodile sur la table. Et cela signifie, Robert, qu'à 4 heures du matin, ma société, Aether Systems, a acquis 51% des actions en circulation de Henderson Logistics via une OPA hostile nocturne. Elle fit glisser un mince dossier Manille sur la table vers Henderson. Il l'ouvrit, ses yeux s'écarquillant en parcourant les documents d'acquisition. Son visage pâlit. « Mon Dieu !» souffla Henderson. « C'est vrai. Les virements, les achats d'actions. Comment est-ce possible? Aether Systems, la société de l'ombre. » Béatrice avait l'air d'avoir avalé un citron. « Vous mentez. Vous n'êtes personne. Une sans le sou. Ethan, dis-leur qu'elle ment. » Ethan se contenta de fixer sa femme, la bouche légèrement entr'ouverte. « Je ne sais pas qui c'est, » murmura-t-il, sincèrement. Harper les ignora. Elle s'adressa aux dirigeants de Henderson. « Messieurs, la fusion proposée avec Sterling Shipping est par la présente suspendue indéfiniment. Je lance un audit complet des comptes de Henderson avant de procéder à tout partenariat stratégique. » Béatrice frappa ses mains sur la table, se penchant vers Harper. « Vous ne pouvez pas faire ça. Cet accord est une question de vie ou de mort pour nous. » Harper tourna enfin son regard vers Béatrix. C'était comme ouvrir la porte d'un congélateur. Vie ou de mort. C'est dramatique, Béatrix. Presque aussi dramatique que de servir des papiers de divorce à une fête d'anniversaire. Harper se pencha légèrement en avant, baissant la voix pour que seuls les plus proches de la table puissent entendre la menace. « Je ne fais que réviser le contrat. Vous savez à quel point j'aime les petits caractères maintenant. » Béatrice bafouilla. « Où avez-vous trouvé cet argent? Avec qui couchez-vous? » Harper rit. C'était un son sec, sans humour. « Oh, Mère Sterling, vous supposez toujours que le pouvoir vient d'un homme. J'ai créé Aether Systems il y a 5 ans. Je valais 3 milliards de dollars le jour où j'ai épousé votre fils. Je ne voulais pas de votre argent. Je voulais juste une famille. » Elle se leva lentement, dominant la matriarche assise. « Mais vous m'avez enlevé ça. Alors maintenant, je vais prendre tout ce que vous avez. Et je commence par cet accord. » Harper se tourna vers les membres du conseil stupéfait. « Cette réunion est ajournée. Robert, mon équipe vous contactera pour organiser la transition. » Elle remit ses lunettes de soleil, tourna les talons et sortit de la salle de réunion silencieuse. Elle laissa derrière elle une odeur de parfum cher et une dévastation totale. Harper se tenait devant la baie vitrée du penthouse qu'elle avait acheté 3 heures plus tôt. Il occupait les 2 derniers étages de la Spire, le plus récent et le plus haut immeuble résidentiel de Seattle. Il surplombait directement la tour Sterling, plus ancienne et plus petite. L'appartement était sobre, décoré de chrome minimaliste et de cuir noir. C'était froid, efficace et dépourvu de sentimentalité. Exactement comme elle se sentait à l'intérieur. Derrière elle, 3 écrans massifs étaient installés sur un bureau en verre. Des lignes de code vert et des données financières défilaient. Dominic Cole, son directeur des opérations chez Aether Systems, était assis au clavier. Dominic était un colosse au crâne rasé et à l'intellect rivalisant avec celui de Harper. Il était la seule personne au monde à connaître toute l'étendue de ses opérations. « L'acquisition de Henderson est consolidée », rapporta Dominic, sa voix un grondement sourd.
Nous possédons la chaîne d'approvisionnement dont ils avaient désespérément besoin. Bien, dit Harper, regardant la pluie et la vitre. Quel est l'état de la liquidité de Sterling? Dominique tapa quelques touches. Un graphique apparut sur l'écran central, montrant une forte tendance à la baisse. Ils perdent de l'argent. Béatrice a déplacé des fonds frénétiquement toute la matinée, essayant de combler le trou laissé par l'échec de la fusion. Elle puise dans ses comptes personnels, ses fiducies de liquidation, tout. A-t-elle déjà touché au compte des Caïmans? Demanda Harper. Pas encore. Elle a trop peur. Elle sait que si elle touche à Blue Horizon, cela pourrait déclencher des alarmes auprès du fisc. Elle finira par être assez désespérée, dit Harper. Mettez-leur plus de pression. Rappelez les prêts à court terme qu'Ether détient sur leur flotte de navires. Dites aux banques que nous considérons Sterling Shipping comme un passif à haut risque. Cela paralysera leur trésorerie opérationnelle en 48 heures, avertit Dominique. Ils ne pourront plus alimenter leurs navires en carburant. Faites-le. Harper se détourna de la fenêtre. L'adrénaline de la salle de réunion s'estompait, remplacée par un vide profond et douloureux dans sa poitrine. Elle avait vu le regard dans les yeux d'Ethan. Ce n'était pas seulement du choc, c'était de la trahison, comme si elle était le monstre. Il avait l'air si pathétique assis à côté de sa mère. Le garçon en or, terni et sans éclat. Elle détestait qu'une partie d'elle veuille encore le réconforter, lui dire que ce n'était qu'un cauchemar. Mais le souvenir du gala, l'humiliation publique, brûlait toute douceur. Son téléphone jetable vibra sur le bureau. Il n'arrêtait pas de vibrer depuis des heures. C'était Ethan. Dominic regarda le téléphone, puis Harper. Il est persistant. 34 appels. Harper fixa le nom qui clignotait. Laisse-le mariner. Il vibra encore et encore. Finalement, avec un soupir d'irritation qui masquait un trouble plus profond, Harper attrapa le téléphone et répondit. « Tu as 30 secondes pour me convaincre de ne pas bloquer ce numéro pour toujours, » dit-elle froidement. Harper. « Oh mon Dieu! Harper, s'il te plaît. » La voix d'Ethan était rauque, étranglée par les larmes. « Je ne comprends pas ce qui se passe. » Mère crie. Les banques appellent. Tout s'effondre. « Bienvenue dans le monde réel, Ethan. Il fait froid en dehors de la bulle, n'est-ce pas? » Harper, qui es-tu? Cette femme dans la salle de réunion. Ce n'était pas ma femme. Ta femme est morte sur cette scène hier soir, Ethan. Tu l'as tuée quand tu as signé ces papiers pour sauver ton héritage. Je t'ai dit que je n'avais pas le choix. Elle allait me ruiner. Et maintenant, c'est moi qui vais te ruiner. C'est poétique, n'est-ce pas? Un silence s'étira entre eux. Elle pouvait l'entendre respirer de manière saccadée à l'autre bout du fil. « S'il te plaît, » murmura-t-il. « J'ai besoin de te voir. Juste 10 minutes. J'ai besoin de comprendre. Si tu m'as jamais aimé, donne-moi 10 minutes. » Harper ferma les yeux. Le « si tu m'as jamais aimé » était un coup bas. C'était aussi efficace. Ce soir, 22 heures, au bar Obsidian à Capitol Hill. Viens seul. Si je vois le chauffeur de ta mère ou un garde du corps, je disparais. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse accepter. Elle jeta le téléphone sur le canapé. Dominique haussa un sourcil. « Est-ce bien sage, patronne? Il est radioactif en ce moment. »« J'ai besoin de le regarder dans les yeux, » dit Harper, se dirigeant vers sa chambre pour se changer. « J'ai besoin de m'assurer qu'il est brisé avant de les achever. » À 22 heures précises, Harper entra dans l'Obsidian. C'était un endroit sombre et maussade, tout en banquette de velours noir et en éclairage ambré tamisé, conçu pour les liaisons illicites et les transactions discrètes. Ethan était déjà là, assis dans une banquette d'angle. Il avait l'air anéanti. Son costume cher était froissé, sa cravate desserrée, et ses yeux étaient injectés de sang. Il sirotait un verre de liqueur sombre. Quand il la vit, il se leva à moitié, son expression un mélange d'espoir et de terreur. Harper ne sourit pas. Elle se glissa dans la banquette en face de lui, gardant ses distances. « Tu as une mine affreuse, » dit-elle. « Harper ?» Il tendit la main vers elle sur la table, mais elle la retira brusquement. Il tressaillit. « Je ne sais pas par où commencer. L'argent, l'entreprise. »« Tu possèdes Ether. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? » demanda Harper. « Aurais-tu tenu tête à Béatrix si tu savais que j'étais plus riche qu'elle? Ou l'aurais-tu simplement laissé essayer de me manipuler pour mon argent, au lieu de me jeter pour n'en avoir aucun? » Ethan baissa les yeux sur son verre. « Je t'aimais, Harper. C'était réel. Les 3 dernières années étaient réelles. Vraiment? Parce que j'avais l'impression de passer une audition pour un rôle que je n'allais jamais obtenir.
Le rôle de l'épouse Sterling convenable. Ma mère. Elle est impossible. Tu ne sais pas ce que c'est de grandir sous sa coupe. Elle contrôle tout. Elle te donne l'impression d'étouffer. Je sais exactement ce que ça fait, Ethan. J'ai vécu dans cette maison pendant 3 ans. Harper se pencha plus près, ses yeux le transperçant. Mais voici la différence entre nous. Quand elle a essayé de m'étouffer, j'ai appris à respirer sous l'eau. Toi, tu t'es juste noyé. Ethan détourna le regard, la honte colorant ses traits. Que veux-tu, Harper? Est-ce juste de la vengeance? Veux-tu nous voir à la rue? Je veux la justice, corrigea-t-elle. Béatrice dirige cette entreprise comme une organisation criminelle depuis des années. Les pots de vin, les économies sur l'environnement, le détournement de fonds. La tête d'Ethan se redressa brusquement. Détournement de fonds? C'est... Non. Mère peut être cruelle, mais ce n'est pas une voleuse. Harper rit, un son dur dans le bar silencieux. Elle sortit un morceau de papier plié de sa pochette et le fit glisser sur la table. C'était un relevé bancaire pour Blue Horizon Holdings au Caïman. Elle a prélevé 15% des bénéfices depuis avant notre rencontre, dit Harper. Des centaines de millions, Ethan, cachés pendant qu'elle me faisait la leçon sur le coût des arrangements floraux. Ethan fixa les chiffres, son visage devenant gris. Je ne savais pas. Vraiment? La voix de Harper tomba à un murmure, tranchant comme un rasoir. Regarde la 2e page. La signature d'autorisation sur les documents de transfert des 2 dernières années. Ethan tourna la page. Son souffle se coupa. En bas, il y avait sa signature. Ethan Sterling. Non, haleta-t-il. Je n'ai jamais signé ça. Je ne sais même pas ce qu'est Blue Horizon. Béatrice est intelligente, dit Harper, sa voix maintenant dépourvue de sympathie. Elle a mis les comptes les plus récents à ton nom. Elle t'a fait signer des piles de documents, des formalités d'entreprise de routine. C'est sûrement comme ça qu'elle les a appelés. Tu ne les as jamais lus. Tu as juste fait ce que maman t'a dit. Ethan leva les yeux, ses yeux écarquillés de panique pure. Harper, c'est la prison. Fraude fédérale. Oui, en effet. Elle m'a piégé. Des larmes coulèrent sur ses joues. Ma propre mère m'a piégé pour être son bouc émissaire. Elle savait que les murs se refermaient. Elle avait besoin d'un pigeon. Qui de mieux que le fils qui ne la remet jamais en question? Ethan tendit à nouveau la main sur la table, attrapant son poignet cette fois, sa prise désespérée. Harper, tu dois m'aider. Tu as tout ce pouvoir, toutes ces informations. Tu peux faire disparaître tout ça. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je signerai tout ce que tu veux. Ne me laisse pas aller en prison pour elle. Harper baissa les yeux sur sa main sur son poignet, puis sur son visage taché de larmes. Pendant 1 seconde, elle se souvint de l'homme qui l'avait demandé en mariage dans une prairie, promettant de la protéger. Cet homme avait disparu. Elle retira lentement ses doigts de son poignet. Tu as signé les papiers de divorce, Ethan. Tu as fait ton choix. Tu es de son côté de la ligne maintenant. Elle se leva, le dominant dans la banquette sombre. Je te suggère de prendre un très bon avocat. Bien qu'avec les banques qui gèlent tes actifs demain matin, je ne suis pas sûr de comment tu pourras te le permettre. Elle jeta un billet de $50 sur la table pour payer leur verre. Au revoir, Ethan. Elle sortit dans l'air frais de la nuit. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait juste vide. Mais la bête exigeait d'être nourrie. Et Beatrice Sterling était toujours debout. Il était temps d'en finir. Le lendemain matin, la première page du Seattle Times ne présentait pas le bulletin météo habituel ou la politique locale. À la place, un titre énorme dominait la une. L'argent des Sterling ternis, des allégations de fraude, secouent le géant du transport maritime. Beatrice Sterling était assise dans son coin repas, ses mains tremblant si violemment que sa tasse de thé en porcelaine claquait contre la soucoupe. Elle ne portait pas de maquillage, une rareté pour une femme qui ne se laissait généralement pas voir par son propre personnel sans un fond de teint complet. Son visage était pâle, les rides de l'âge soudainement profondes et escarpées, plus cachées par des crèmes coûteuses ou un éclairage flatteur. « C'est de la diffamation », siffla-t-elle, jetant le journal par terre. « Appelez-moi mon avocat. Appelez-moi Henderson. Appelez-moi n'importe qui pouvant arrêter ça. » De l'autre côté de la table, Ethan était assis, la tête dans les mains. Il n'avait pas changé de costume depuis la veille. Il ressemblait à un fantôme hantant sa propre vie. « On ne peut pas l'arrêter, mère, » dit Ethan, sa voix creuse. « J'ai essayé de te le dire. Harper ne joue pas un jeu. Elle exécute une démolition. Ce n'est personne, hurla Béatrice, se levant et faisant les 100 pas dans la pièce.
Une croqueuse de diamants, une fille de bibliothèque. J'aurais dû la faire enquêter plus à fond. Tu aurais dû la traiter avec respect, dit Ethan doucement. Beatrice se tourna vers lui. Ne t'avise pas de me faire la leçon. J'ai fait ça pour nous, pour garder ce toit au-dessus de ta tête. Et maintenant tu la laisses te manipuler avec de faux documents. Il n'était pas faux, mère, dit Ethan, levant enfin les yeux. Ses yeux étaient morts. Je suis allé à la banque ce matin à 8 heures. Mes comptes sont gelés. Tous. Le directeur de la banque. Il m'a regardé comme si j'étais un criminel. Il m'a montré les registres de transfert. Tu as utilisé ma clé de signature numérique. Tu as déplacé 12 millions de dollars le mois dernier, rien que sur Blue Horizon. Beatrice se figea. La couleur quitta encore plus son visage. C'était nécessaire. La crise de liquidité. Tu m'as piégé, murmura Ethan. Ton propre fils. Avant que Beatrice ne puisse inventer un mensonge, le son des sirènes déchira l'air matinal. Ce n'était pas le hurlement lointain du trafic urbain. C'était proche, fort, et ça se multipliait. Le crissement des pneus sur le gravier résonna dans la longue allée du manoir Sterling. Béatrice courut à la fenêtre. 3 VUS noirs et 2 voitures de police envahissaient l'entrée principale. Des hommes en coupe-vent avec des lettres jaunes audacieuses dans le dos, FBI, sortaient, armes basses, se déplaçant avec une précision tactique. « Non !» haleta Béatrice, s'agrippant au rideau. « Non, 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 ils ne peuvent pas venir ici. C'est une propriété privée. » La porte d'entrée s'ouvrit violemment avec un bruit sourd. Le son de voix criarde remplit le hall caverneux. Agents fédéraux. Mandat de perquisition. Personne ne bouge. Dans le penthouse de la Spire, Harper regardait la scène se dérouler sur un fil d'actualité en direct. Un hélicoptère de presse tournait autour du domaine Sterling, diffusant le raid à toute la ville. « Ça se passe vite », dit Dominique, debout derrière sa chaise. « Le département de la justice n'a pas perdu de temps. Les preuves que nous avons envoyées concernant les violations de déversements toxiques dans le Pacifique ont suffi pour un mandat. Mais la preuve de détournement de fonds a été le coup de grâce. » Harper regarda une silhouette être conduite hors de la maison, menottée. C'était Ethan. Il avait l'air déconcerté, trébuchant légèrement alors qu'un agent le guidait vers une voiture qui attendait. Il ne se débattit pas. Il avait juste l'air vaincu. Un instant plus tard, Béatrice émergea. Elle ne partait pas tranquillement. Elle criait sur les agents, donnant des coups de pied dans le vide, sa robe de chambre en soie flottant autour d'elle. Il fallut 2 agents pour la maîtriser et la forcer à monter à l'arrière d'un véhicule séparé. Elle se bat jusqu'au bout, nota Harper, son visage impassible. « Êtes-vous satisfaite ?» demanda doucement Dominique. Harper regarda l'écran, la maison où elle avait passé 3 ans à être rabaissée, ignorée et maltraitée émotionnellement. Elle vit le jardin, où elle n'avait pas le droit de planter des fleurs, parce qu'elle jurait avec l'esthétique. Elle vit le balcon où elle avait pleuré en silence sa nuit de noces, parce que Béatrice lui avait dit qu'elle n'était pas digne du nom de la famille. « Pas encore, » dit Harper. « Ce n'est que l'arrestation. Ils ont des avocats très chers. Ils paieront la caution avant midi. Béatrice va déformer l'histoire. Elle accusera un comptable véreux, ou elle accusera entièrement Ethan. C'est une survivante, Dominique. Les cafards survivent toujours au premier écrasement. Alors, quelle est la prochaine phase ?» Harper se détourna de l'écran. « Nous prenons la maison. Nous prenons l'héritage. Appelez la banque qui détient l'hypothèque sur le manoir Sterling. Ether Systems rachète la dette. 3 jours plus tard, la tempête médiatique était à son comble. Beatrice Sterling avait en effet payé sa caution, déposant une somme qui a probablement liquidé ses derniers bijoux légitimes. Ethan avait également été libéré, en attente d'une enquête plus approfondie. Mais il était entré dans la clandestinité. Béatrice, cependant, passa à l'offensive. Elle programma une interview en prime time avec La Voix de Seattle, une émission de débat local populaire. Elle avait l'intention de se présenter comme la victime d'une vendetta d'entreprise orchestrée par une ex-belle-fille vengeresse. Harper était assise dans son penthouse, vêtue d'une robe de chambre, attendant. « Elle est en direct dans 5 minutes, » dit Dominique, préparant le flux. À l'écran, Béatrice était assise en face de l'animateur. Elle avait été préparée par une équipe de gestion de crise. Elle portait un tailleur pastel doux, ses cheveux étaient parfaits, et elle tamponnait ses yeux secs avec un mouchoir. « C'est vraiment déchirant, » dit Béatrice à l'animateur, sa voix parfaitement tremblante. « D'accueillir une fille dans votre maison, de la traiter comme une fille, pour découvrir qu'elle était une espionne d'entreprise depuis le début. Harper Vance,
ou quel que soit son nom, a épousé mon fils uniquement pour infiltrer notre entreprise. Elle a placé ses fichiers. Elle a piraté nos comptes. C'est du terrorisme domestique, purement et simplement. L'animateur hocha la tête avec sympathie. Et les allégations de détournement de fonds, des fabrications, déclara Béatrice, des documents falsifiés, créés par sa firme de haute technologie. Mon fils, mon pauvre fils crédule, a été manipulé par cette femme. C'est une prédatrice. Harper prit son téléphone. Elle composa le numéro du producteur de l'émission, une ligne directe que Dominique avait obtenue plus tôt dans la journée. « Passez-moi à l'antenne », dit Harper. « Vous vouliez l'exclusivité ? Vous avez l'exclusivité. » À la télévision, l'animatrice fit une pause, appuyant sur son oreillette. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle regarda Béatrice, puis la caméra. « Madame Sterling », dit l'animatrice, sa voix vibrant d'excitation. « Nous avons en fait Harper Vane en ligne en ce moment. Elle veut répondre. » Le masque de Béatrice tomba. Pendant une seconde, une terreur pure traversa son visage avant qu'elle ne retrouve son sang-froid. « Je n'ai rien à dire à cette femme. Mettez-la à l'antenne, » ordonna l'animatrice à la régie. La voix de Harper emplit le studio et des millions de salons à travers la ville. Elle était calme, claire et terriblement raisonnable. « Bonsoir, Béatrice, » dit Harper. « C'est une belle performance. Vous m'aviez presque convaincu. »« Vous êtes une menteuse et une voleuse !» cria Béatrice au plafond, ne sachant où regarder. « Nous pourrons débattre de mon caractère plus tard, » dit Harper. « Mais pour l'instant, je pense que les téléspectateurs pourraient être intéressés par l'enregistrement audio de votre bureau du 12 novembre 2023, le jour où vous avez rencontré le sénateur Greaves concernant les permis de zonage pour le nouveau port. » Béatrice devint blanche. « C'est de l'écoute illégale. En fait, » corrigea Harper, « Ethan l'a enregistré sur son téléphone parce qu'il craignait que vous n'alliez trop loin. Il a été téléchargé sur le serveur cloud de la famille, auquel, en tant que sa femme, j'avais accès. »« N'osez pas, » avertit Béatrice. « Lancez la bande, Dominique, » dit Harper à son directeur des opérations, qui diffusa simultanément le fichier audio, contournant le délai de la station. La voix de Béatrice Sterling emplit les ondes, claire et indéniable. « Je me fiche des zones humides, sénateur. Enterrez simplement le rapport. Je virerai 50 000 $ à votre campagne de réélection demain matin. Assurez-vous simplement que l'inspecteur de l'Agence de protection de l'environnement regarde ailleurs. Si nous devons déverser les boues la nuit, nous les déversons la nuit. Qui se soucie si quelques poissons meurent? J'ai une fusion à assurer. » Le silence dans le studio était absolu. L'animatrice avait l'air d'avoir assisté à un meurtre. « C'est de l'intelligence artificielle, » balbutia Béatrice en se levant. « C'est faux. L'équipe de police scientifique du Fédéral Bureau d'investigation vérifie les métadonnées en ce moment même, » dit Harper froidement. Béatrice, regardez le bandeau boursier en bas de l'écran. Béatrice regarda. Sterling Shipping, STR, moins 45%. Transaction suspendue. C'en est fini de vous, Béatrice, dit Harper. Les actionnaires vous poursuivent. L'Agence de protection de l'environnement est en route. Et la banque vient de vendre l'hypothèque de votre manoir. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Béatrice fixa la caméra, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, avant de simplement s'effondrer dans son fauteuil, le combat l'ayant finalement quitté. Harper raccrocha le téléphone. Elle ne sourit pas. Elle se versa simplement un verre d'eau. La tour était tombée. Maintenant, elle devait déblayer les décombres. La pluie était revenue à Seattle, un décor approprié pour la mort d'un empire. Le manoir Sterling, autrefois un phare de richesse inattaquable, ressemblait maintenant à une tombe. Les portes, habituellement gardées par des hommes sévères en costume, étaient grandes ouvertes. Un camion de déménagement était garé maladroitement sur la pelouse immaculée, ses pneus creusant des ornières dans l'herbe. Harper gara sa voiture dans l'allée. Cette fois, elle n'était pas dans un taxi ou une berline. Elle conduisait sa propre Porsche 911 Vintage, une voiture qu'elle avait achetée avec son premier million des années auparavant et gardée en stock. Elle sortit, ouvrant un parapluie noir. Elle monta les marches de pierre. La porte d'entrée était ouverte. Des déménageurs transportaient des boîtes, des meubles et des tableaux. Les huissiers étaient efficaces. Ils ne se souciaient pas de la valeur sentimentale d'un vase Ming, seulement de son prix aux enchères. Harper entra dans le hall. Le grand lustre était éteint. La maison sentait la poussière et le carton. Elle trouva Béatrice dans le grand salon.
La matriarche était assise sur une chaise pliante en plastique, le seul meuble restant dans la pièce. Elle fixait l'espace vide au-dessus de la cheminée où se trouvait autrefois un portrait de son défunt mari. Béatrice paraissait plus petite. Le tailleur pastel de l'interview était froissé. Ses cheveux étaient en désordre. Elle tenait un verre de scotch à la main. Pas de sous-verre, apparemment indifférente au fait qu'elle faisait couler de la condensation sur le parquet. « Vous êtes venu jubiler », dit Béatrice sans se retourner. Sa voix était rauque. « Je suis venu inspecter ma propriété », répondit Harper, fermant son parapluie et secouant la pluie. « J'ai finalisé l'acte de vente ce matin. La banque était pressée de se débarrasser d'un actif en difficulté. » Béatrice rit, un son dur et déchiqueté. « Vous avez acheté la maison. Bien sûr que vous l'avez fait. Vous voulez dormir dans mon lit, porter mes vêtements? Je vais brûler le lit, dit Harper, marchant vers le centre de la pièce. Et je vais transformer cette maison en un refuge pour les familles déplacées. Je pense qu'il est temps que l'héritage Sterling fasse réellement du bien à la communauté, n'est-ce pas? Beatrice se leva lentement, se balançant légèrement. Elle se tourna pour faire face à Harper. Ses yeux étaient cerclés de rouge et remplis d'une haine si pure qu'elle en était presque impressionnante. « Vous pensez avoir gagné, » cracha Beatrice. « Mais vous ne serez jamais l'une des nôtres. Vous êtes une nouvelle riche avec un chéquier. Vous n'avez aucune éducation. Et regardez où votre éducation vous a mené, » rétorqua Harper, désignant la pièce vide. « Seul, en faillite, inculpé. J'ai toujours mon fils, » ricana Beatrice. « Ethan reviendra. Il sait que j'ai tout fait pour lui. » Ethan est actuellement au bureau du procureur des États-Unis en train de négocier un accord, révéla doucement Harper. Il témoigne contre vous, Béatrice. En échange de l'immunité sur les accusations de fraude, il leur donne tout. Les registres de pots de vin, les codes des comptes offshore, les dates des déversements illégaux. Béatrice tressaillit comme si elle avait été giflée. Il ne ferait pas ça. Il est faible, mais ce n'est pas un traître. Ce n'est pas un traître. C'est un survivant. Il a enfin appris la leçon que vous lui avez enseignée. Se protéger à tout prix. C'est vous qui l'avez rendu ainsi. Béatrice s'affaissa sur la chaise, le verre glissant de ses doigts et se brisant sur le sol. Elle ne regarda même pas les éclats. La prise de conscience la frappa enfin. Elle n'avait pas seulement perdu son argent, elle avait perdu sa dynastie. Elle était vraiment seule. « Pourquoi ?» murmura Béatrice. « Pourquoi aller si loin? Vous auriez pu simplement divorcer de lui et prendre l'accord. Pourquoi tout détruire ?» Harper s'approcha, ses talons claquant sur le bois, le même son qui avait résonné lorsqu'elle avait quitté la scène à la fête d'anniversaire. « Parce que vous ne vouliez pas seulement que je parte, Béatrice. Vous vouliez m'humilier. Vous vouliez me faire sentir petite pour vous sentir grande. Vous traitez les gens comme des mouchoirs jetables. Je devais vous montrer que certaines personnes sont faites d'un matériau plus résistant. » Harper plongea la main dans son sac. Elle en sortit une seule enveloppe de couleur crème. Elle ressemblait exactement à celle que Béatrice lui avait donnée à la fête. Elle la tendit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Béatrice, la regardant avec méfiance. « Un procès ?»« Non, » dit Harper. « C'est un cadeau. Appelez ça une indemnité de départ. » Béatrice prit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un seul billet d'avion et une brochure. « Un aller simple pour Sarasota, en Floride », expliqua Harper. « Il y a une modeste communauté de retraités là-bas, les Golden Palms. J'ai payé pour un petit studio pour 1 an. Il est entièrement meublé. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est mieux que la prison fédérale. Si vous quittez le pays aujourd'hui, le département de la justice pourrait égarer votre dossier assez longtemps pour que vous disparaissiez. Dominique a quelques relations. » Béatrice regarda le billet, puis Harper. « Vous me laissez partir. Je ne le fais pas pour vous, » dit Harper, sa voix devenant glaciale. « Je le fais pour Ethan. Il n'a pas besoin de la culpabilité de rendre visite à sa mère en prison pour le reste de sa vie. Et je ne veux pas de vous dans ma ville. Je veux que vous soyez partie. Insignifiante, oubliée. »« Oubliée ?» murmura Béatrice. C'était un sort pire que la prison pour une Sterling. « La voiture est dehors, » dit Harper. « Prenez vos affaires. Si vous n'êtes pas parti dans 10 minutes, je rappelle les agents. » Béatrice se leva. Elle serra le billet contre sa poitrine. Elle regarda la pièce vide une dernière fois, dépouillée de sa gloire, dépouillée de son pouvoir. Elle regarda Harper, ouvrit la bouche pour parler, peut-être pour la maudire ou la remercier, mais ne trouva pas de mots. Elle hocha simplement la tête, se tourna et sortit sous la pluie. Une reine exilée de son propre royaume. Harper la regarda partir. Quand la porte d'entrée se referma, le silence dans la maison changea.
Il n'était plus oppressant. Il était juste vide. Une toile blanche. Harper prit une profonde inspiration. Son téléphone vibra. « Elle est dans la voiture », rapporta Dominique. « Elle se dirige vers l'aéroport. »« Bien, » dit Harper. « Et Ethan » demanda Dominique. « Il demande à vous voir. » Harper regarda l'endroit où le portrait était accroché. « Dites-lui de me retrouver au gala. »« Le gala ?» Dominique semblait confus. La fête d'anniversaire était il y a une semaine. Non. Harper sourit. Un vrai sourire cette fois. Le gala des nouveaux départs, samedi prochain, ici à la maison. Invitez tout le monde. Le conseil d'administration, la presse, les snobs de la société, qui ont ri de moi. J'ai une dernière annonce à faire. Que prévoyez-vous, patronne? Une conclusion, Dominique. Une conclusion totale. Une semaine plus tard, l'allée du domaine, anciennement connue sous le nom de Manoir Sterling, était bondée de Bentley, de Rolls-Royce et de limousines. Mais l'atmosphère était nettement différente de celle du gala d'anniversaire qui avait eu lieu à peine 10 jours plus tôt. L'énergie rigide et craintive que Beatrice Sterling avait cultivée avait disparu. Elle était remplacée par un bourdonnement de curiosité électrique et d'anticipation nerveuse. Harper avait rebaptisé l'événement le Gala des nouveaux départs. Elle avait invité exactement la même liste d'invités que pour la fête d'anniversaire. Chaque mondain, chaque PDG, chaque ami qui avait ri lorsque Béatrice lui avait remis les papiers de divorce. Ils sont tous venus. Bien sûr qu'ils sont venus. Ils avaient trop peur de ne pas le faire. Harper se tenait en haut du grand escalier, à l'endroit même où elle avait été humiliée. Mais la femme qui se tenait là maintenant ne ressemblait en rien à la victime en robe bleu marine. Harper portait une robe en velours vert émeraude profond, qui épousait sa silhouette comme une seconde peau. Elle avait une fente qui montait dangereusement haut sur sa cuisse. Autour de son cou se trouvait un collier de diamants, qui valait plus que le PIB collectif d'un petit pays. Ses cheveux platines captaient la lumière du lustre, qu'elle avait fait nettoyer et réinstaller avec des ampoules modernes et plus chaudes. Dominique se tenait à côté d'elle, l'air redoutable dans un smoking. « On dirait des moutons qui attendent l'abattage », murmura Dominique, balayant la foule en contrebas. « Pas d'abattage ce soir, Dominique », dit Harper en sirotant de l'eau pétillante. « Ce soir, c'est une rééducation. Ils doivent apprendre qui est le nouveau prédateur alpha. » Elle descendit les escaliers. La musique, un groupe de jazz jouant quelque chose de soul et d'optimiste, un contraste frappant avec les quatuors classiques préférés de Béatrice, s'adoucit à son approche. La foule s'écarta pour elle comme la mer Rouge. Madame Vanderval, une femme qui avait un jour dit à Harper qu'elle n'avait pas sa place au country club, s'avança avec un sourire crispé et terrifié. « Harper, ma chérie », gazouilla Madame Vanderval, sa voix trop aiguë. « Tu es absolument magnifique. Je disais justement à tout le monde que j'ai toujours su que tu étais destinée à de grandes choses. » Harper s'arrêta. Elle toisa Madame Vanderval de haut en bas, son expression amusée. « Vraiment, Margaret? Parce que je me souviens très bien que vous m'avez demandé si je faisais partie du personnel de restauration à la fête de Noël l'année dernière. » Madame Vanderval vira au rouge betterave. « Oh, je devais sûrement plaisanter. Vous connaissez mon sens de l'humour. »« Je le connais, » dit froidement Harper. « C'est pourquoi vous allez faire un don de 50 000 $ à la fondation ce soir. Considérez ça comme une taxe sur l'humour. » Harper continua de marcher, laissant la femme bafouiller dans son sillage. Elle se déplaça dans la pièce, acceptant les compliments d'un signe de tête royale, rejetant les excuses d'un geste de la main. Elle était intouchable. Puis elle le vit. Ethan se tenait près des portes-fenêtres, menant au jardin. Il portait un costume, mais il était ample, comme s'il avait perdu 5 kilos en une semaine. Il ne buvait pas. Il la regardait simplement. Ses yeux étaient remplis d'une profonde tristesse douloureuse. La foule sembla sentir la tension et créa une petite zone tampon autour d'eux. Harper se dirigea vers lui. « Tu es venu, » dit-elle. « Tu m'as invité, » répondit Ethan. Sa voix était basse. « Je ne pensais pas que tu le ferais. Je voulais que tu le voies, » dit Harper en désignant la pièce. « La vie que tu avais si peur de perdre, les gens que tu as vendus pour impressionner. Regarde-les, Ethan. Ce ne sont que des gens effrayés et avides. Ce ne sont pas des dieux. » Ethan regarda autour de la pièce, puis de nouveau vers elle. « Je sais. Je le vois maintenant. Les œillères sont tombées. Comment va l'accord de plaidoyer? »« Finalisé, » dit Ethan. « Je plaide coupable de négligence et de complicité de fraude.
J'ai 3 ans de probation et une amende énorme. Il m'est interdit de siéger à un conseil d'administration pendant une décennie. Sterling Shipping, ce qu'il en reste, est en cours de dissolution pour payer les créanciers. C'est un nouveau départ, dit Harper d'un ton neutre. Tu es libre. Tu n'as plus à être l'héritier. Tu peux juste être Ethan. Ethan fit un pas de plus. Et qui es-tu, Harper? Je me suis posé la question toute la semaine. Es-tu la femme que j'ai épousée, ou es-tu ce titan? J'ai toujours été les deux, dit Harper. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder au-delà de la couverture du livre. Tu aimais la fille tranquille parce qu'elle ne te défiait pas. Tu aimais la bibliothécaire parce qu'elle te faisait te sentir grand. Mais une femme comme moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour me sentir grande. J'ai besoin d'un partenaire qui peut gravir la montagne avec moi. Je pourrais apprendre, murmura Ethan, ses yeux cherchant dans les siens une lueur de l'ancienne chaleur. Je repars de zéro. Je n'ai rien. Pas d'argent, pas de mère, pas d'héritage. Je ne suis qu'un homme maintenant. Peut-être que cet homme est assez bien pour toi. La question flotta dans l'air entre eux. C'était le point culminant de leur tragédie. Le moment où, dans une histoire moindre, l'héroïne pourrait s'adoucir. Elle pourrait se souvenir des bons moments, des rires, des cafés partagés. Harper le regarda. Elle ressentit une pointe de pitié. Oui. Mais l'amour, il avait été incinéré au moment où il avait signé les papiers. Elle tendit la main et ajusta sa cravate. Un geste intime mais final. « Ethan, dit-elle doucement, tu as brisé le verre. Tu peux le recoller. Mais il sera toujours fissuré. Et je ne bois pas dans un verre fissuré. » Elle laissa tomber sa main. « Je ne te déteste pas. Je te pardonne. Mais je suis passé à autre chose. » Ethan ferma les yeux, acceptant le coup. Il hocha lentement la tête, des larmes brillant dans ses cils. « Je comprends. Tu mérites tout. »« Je sais, » dit Harper. « Au revoir, Ethan. » Il se tourna et sortit par les portes-fenêtres, disparaissant dans la nuit, laissant le monde des Sterling derrière lui pour toujours. Harper prit un moment pour se ressaisir. Elle sentit un poids se soulever de sa poitrine. Le dernier lien était coupé. Dominique apparut à son coude. « C'est l'heure du discours, patronne. » Harper hocha la tête. Elle se dirigea vers la scène, la même scène où Béatrice avait détruit sa vie. Elle prit le micro. La pièce se tut instantanément. « Merci à tous d'être venus, » commença Harper, sa voix sonnant claire et forte. « Il y a 3 ans, je me tenais sur cette scène, et on m'a dit que j'étais une ordure. On m'a dit que j'étais un mauvais investissement. » Elle fit une pause, laissant le souvenir s'installer dans la foule. « Ce soir, nous corrigeons le tir. Le nom Sterling a disparu de cette maison. À partir de ce jour, ce domaine sera le siège de la Fondation 20. » Un murmure parcourut la foule. « Nous nous concentrerons sur la fourniture d'une aide juridique et financière aux femmes piégées dans des dépendances financières abusives, » annonça Harper. « Nous leur apprendrons à lire les petits caractères, à construire leur propre capital, à être leur propre sauveuse. » Elle leva son verre. « Au nouveau départ, et à la lecture du contrat avant de le signer. »« Au nouveau départ, » répéta la foule, applaudissant bruyamment, désespérée d'être du côté des gagnants. Harper sourit. Ce n'était plus un sourire froid, c'était un sourire de triomphe sincère. Alors que le groupe entamait un air de fête, Harper quitta la scène. Dominique la rejoignit au bas des escaliers. « C'était un sacré coup de théâtre, dit-il. »« Il fallait le faire, » répondit Harper. « Et maintenant ?» demanda Dominique. « Nous avons conquis Seattle. Sterling n'est que poussière. Henderson est à vous. La fondation est lancée. Que fait Harper Vane demain ?» Harper regarda vers la fenêtre, où les lumières de la ville de Seattle scintillaient comme des étoiles tombées. Elle pensa au pouvoir qu'elle détenait, à la liberté pour laquelle elle s'était battue, et à l'avenir qui était entièrement, magnifiquement le sien. Elle se tourna vers Dominique, ses yeux pétillants d'un nouveau feu. « Demain, » dit-elle, prenant son bras alors qu'il se dirigeait vers le bar. « Demain, nous nous pencherons sur les marchés européens. J'ai entendu dire que Londres a de vieilles fortunes qui ont besoin d'une petite restructuration. » Elle rit, et pour la première fois en 3 ans, le son était complètement libre. La reine avait réclamé son trône, et le règne de Harper Vane ne faisait que commencer. Et c'est l'histoire de comment Harper Vane a transformé un accord de divorce en un empire d'1 milliard de dollars. Cela donne un tout nouveau sens à l'expression « bien vivre est la meilleure des vengeances ». Ethan a perdu sa femme, sa fortune et son héritage parce qu'il avait trop peur de tenir tête à sa mère.
Tandis que Béatrice a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais sous-estimer les personnes discrètes, surtout quand elles savent coder. Qu'en pensez-vous? Harper a-t-elle été trop dure avec Ethan à la fin? Ou a-t-il eu exactement ce qu'il méritait pour ne pas l'avoir soutenu? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance et de drame d'entreprise, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.